Bonjour à toutes, à tous et à tous. Mon nom est Martin Blais, je suis titulaire de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres à l'Université du Québec à Montréal. Alors, bienvenue à cette nouvelle conférence de notre cycle annuel. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir le docteur Chevaux-Gauche. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, pour nous parler des soins transaffirmatifs, sensibilisation et approche. Alors, Dr Gauche est co-directeur du Centre de santé Meraki, chef du programme de pédiatrie du développement à l'hôpital de Montréal pour enfants, professeur adjoint en pédiatrie au Centre universitaire de santé McGill. Alors, Dr Gauche est professeur adjoint de pédiatrie, donc il est né et a grandi à Chicago, a étudié à Baltimore, Chicago, Washington, Honolulu et à Montréal, où il demeure présentement. En plus, ses activités cliniques, Dr Gauche a vraiment une palette d'intérêts très diversifiée. Donc, sa pratique est axée sur la pédiatrie consultative. Il dirige le programme de variance de genre pédiatrique notamment. Ses différents rôles incluent cofondateur de l'Alliance Meraki, donc une organisation à but non lucratif ayant pour objectif de fournir un accès à la santé allié aux patients ayant des troubles de développement ou des besoins psychosociaux. Il est copropriétaire également d'un café montréalais indépendant, Pacifica. Il est chanteur et musicien du groupe indie Pop Arts Underground, écrivain créatif, ancien chercheur sur les dauphins et les mammifères marins. Donc, vous voyez qu'il a à sa palette de nombreuses compétences et de nombreux intérêts. Dr Gauche parle aussi 10 langues et en étudie plusieurs autres. Donc, c'est avec plaisir qu'on le reçoit aujourd'hui pour nous parler de sa pratique de médecin en soins transaffirmatifs. Dr Gauche, merci encore d'avoir accepté notre invitation et je vous cède la parole. Merci, Martin. Donc, je suis très heureux d'être là, être avec vous aujourd'hui. Donc, moi, je vais essayer de partager mon écran pour les diapos de mon PowerPoint. Je vais juste vérifier si ça fonctionne. OK. OK. On espère que ça marche. OK. Puis, dans mon écran, vous êtes au coin, donc peut-être ça va couper un petit peu de diapos. Je vais bouger les visages de temps en temps. Donc, comme Martin a dit, moi, je suis pédiatre à l'hôpital de Montréal pour enfants dans le programme de développement de l'enfant. Puis aussi, je travaille au Centre de santé Meraki, notre clinique externe à Centre-Ville de Montréal. Donc, juste déclaration, je n'ai aucun conflit d'intérêt éthique à annoncer, je n'ai pas d'alliance financière à divulguer. Je suis membre du conseil de l'administration de l'Alliance Meraki, notre organisme au but non lucratif, comme Martin a dit. Donc, juste pour être clair, pour éclaircir mon rôle, mais plusieurs rôles cliniques et administratifs. Les objectifs aujourd'hui, plus expliquer que ce sont les soins transaffirmatifs, démystifier un peu le concept de la variance de genre et en tant que diagnostic de santé mentale. Je pense que peut-être plusieurs individus parmi vous déjà ont une connaissance par rapport au diagnostic, mais sinon, on va juste faire un petit résumé, juste comme une révision de nos idées professionnelles dans médecine et soins santé à date. Et aussi, un autre objectif est à décrire l'approche typique des soins transaffirmatifs chez les jeunes. Donc, soins transaffirmatifs, c'est-à-dire quoi? Si on utilise la phrase soins transaffirmatifs, c'est un modèle de soins qui est mieux connu sous le nom de soins affirmatifs de genre, peut-être, ou plus largement des soins affirmatifs, peu généralisés. Et on pourrait juste appliquer la phrase pour le développement du genre. Donc, la phrase transaffirmative est un peu plus
c'est une nouvelle phrase, c'est une façon de décrire les soins affirmatifs liés avec l'identité de genre ou les individus, les personnes transgenres. Il a été décrit de la manière la plus claire dans un important article paru dans le journal de Human Development en 2013. Donc, c'est quand même 9 ans. C'est en développement il y a comme 15-16 ans, mais publié comme assez clairement en 2013. Il a été bien analysé et fourni une alternative au modèle précédemment accepté en médecine, on pourrait dire, et en santé mentale, de pathologisation et des divers degrés de thérapie de conversion. Et je sais que le mot thérapie, ou la phrase thérapie de conversion a les autres connotations aussi, mais en médecine, on utilise le mot à être un peu plus clair sur les traitements ou les approches pathologisantes pour les jeunes LGBTQ+. Donc, juste à expliquer encore une fois, thérapie de conversion signifie plusieurs choses, mais surtout, cela signifie une tentative de modification coercitive. Okay? Et dans un autre domaine, si on parle des soins transaffirmatifs, dans ce contexte-là, la modification coercitive est focusée sur l'orientation sexuelle ou de l'identité du genre d'une personne une fois qu'elle a été clairement exprimée. On sait qu'il y a une évolution pour tout le monde, les petits-enfants, les enfants à l'âge scolaire, les enfants prépubertaires, pubertaires, les adolescents, les jeunes adultes, les adultes. C'est un mouvement. Puis, il y a une expression, des fois claire, des fois pas si claire, pour des parties d'un noyau identitaire, c'est-à-dire les choses comme l'orientation sexuelle, l'identité ethnique, aussi l'identité de genre, comme partie d'une famille. Il y a certaines choses qui sont assez importantes dans le développement d'une personne. Puis, les modifications coercitives sont vraiment comme controversées dans le monde de médecine maintenant. Donc, même les interventions de thérapie par la parole, qui sont, on pourrait dire, des interventions légères, précédemment acceptées comme juste des conversations, à considérer les options. S'il y a un aspect préjugé ou s'il y a un biais, une version biaisée vers la cis ou hétéronormativité, on pourrait dire qu'il y a un aspect aussi coercitif chez les personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre non conformative. Donc, on doit être quand même clair que juste discuter toutes les options des possibilités ne sont pas une thérapie de conversion, mais s'il y a un objectif très clair dans la tête d'une professionnelle pour modifier les vœux d'une personne, ça c'est considéré comme une thérapie de conversion. Et nous sommes assez protectifs en médecine maintenant d'éviter les thérapies de conversion. Les principes des soins transaffirmatifs sont assez bien expliqués dans cet article, l'article que j'ai déjà mentionné. Et on pourrait expliquer les points et les principes assez clairement aussi. On pourrait dire que les variations du genre ne sont pas des troubles ou des pathologies, comme j'ai dit. Les présentations de genre sont diverses et variées selon les cultures, ce qui exige une sensibilité culturelle aussi, de notre part. Le genre implique une interaction de la biologie, du développement et de la socialisation. Aussi, la culture et le contexte personnel, familial,
environnementale. Le genre peut être fluide et non binaire. On sait que ce n'est pas nécessairement quelque chose fixé pour toute la vie pour certains individus. Et s'il existe une pathologie chez les jeunes qui sont non-conformistes au genre, elle provient plus souvent des réactions culturelles. Des fois, par exemple, la transphobie, l'homophobie, le sexisme, qui causent une certaine pathologie ou aspect pathologisant chez les jeunes. Ce n'est pas nécessairement parce que c'est un problème médical ou parce qu'il y a un diagnostic de vrai, mais la pathologie est à cause d'une réaction ou quelque chose d'externe. Donc, ils sont les principes à la base des soins transaffirmatifs. Il y a certains malentendus, les mythes sur les soins transaffirmatifs aussi. Mythe numéro 1, les approches d'affirmation du genre confondent l'identité de genre et l'expression du genre. Et par conséquent, tout enfant qui présente une non-conformité de genre est considéré comme transgenre. Ça, c'est une mythe. Et ce n'est pas partie de soins transaffirmatifs ou ni les soins affirmatifs plus généraux. On pourrait dire non. Il y a des jeunes dont les comportements variants persistent et d'autres dont les comportements disparaissent. Et aucune de ces options n'a plus de valeur intrinsèque que l'autre. C'est quelque chose à observer et remarquer avec le temps et l'évolution d'une personne. Ce n'est pas parce qu'on est affirmatif dans notre approche qu'on doit accepter que l'expression de genre et l'identité de genre sont pareils et sont à 100% synonymes. Il y a plusieurs variations, plusieurs types de présentations et une évolution qui pourrait différer chez les personnes pendant les années scolaires, pubertaires et plus tard. Donc, c'est une mythe que l'affirmation est à 100% imposant une différence, une variance de genre qui est une dysphorie de genre ou une identité non conformiste juste parce que l'expression de genre est différente. C'est important à savoir que ce n'est pas comme une affirmation aveugle. C'est aussi avec une connaissance de l'évolution d'une personne. Donc, on pourrait dire au contraire, même le traitement légèrement coinsertif se présente comme neutre des fois, tout en laissant entendre que les personnes ayant une variance de genre ne sont pas trans. Ça, c'est plus comme une anti-affirmative, une soin anti-affirmatif qui est plus coercitif que les soins affirmatifs. Donc, c'est une mythe qu'on est mêlé comme ça. Mythe numéro 2. Le modèle d'affirmation du genre affirme que l'identité et l'expression du genre sont fixées et échappent au contexte ou à l'influence sociale. Je vais dire non à cette partie aussi. Il y a clairement des aspects du développement du genre qui ne peuvent pas être expliqués par l'essentialisme. Et ils ont évolué avec le temps ou en raison de circonstances externes, mais l'interaction entre la biologie et l'environnement doit être considérée dans un contexte approprié aussi. Parce que l'essentialisme, ça c'est une idée qu'on est né avec tout, avec le tout, comme à 100%, c'est notre chromosome ou notre gène ou l'exposition avant la naissance qui est bien définie va expliquer le reste de notre vie. Et si on a une certaine partie, comme des organes génitaux ou une anatomie comme telle ou telle, c'est fixe, c'est certain et on sait le pronostic à 100%. Ça, c'est à la base l'idée de l'essentialisme, qu'on n'a pas de contrôle ou il n'y a pas d'une vraie évolution durant le développement d'une personne qui continue
de grandir, qui a une croissance, qui a des expositions, qui a des influences. On est déjà formé et il n'y a pas d'autre option. Ça, c'est l'essentialisme. Et on doit dire qu'on sait que ce n'est pas vrai. Scientifiquement, nous, comme des médecins, les professionnels de soins de santé, on pourrait dire qu'on a assez d'évidence, on a les données que l'essentialisme est comme une fausse idée. Il y a certains partis qui sont déterminés ou prédéterminés, mais pas à 100%. Donc, c'est important à savoir. Donc, variation du genre. Dans notre société, on est assez binaire. Nous tous, probablement, sont assez au courant de ce fait-là, de la réalité qu'il y a les toilettes pour les hommes, les toilettes pour les femmes. Il y a les choses pour les garçons, il y a les choses pour les filles. Il y a un côté féminin, il y a un côté masculin. Au magasin, il y a 2 départements. Il y a des jouets pour les petits garçons, les petites filles. C'est vraiment divisé. Il n'y a pas comme une grosse acceptation de fluidité dans nos vies quotidiennes. Et donc, on est habitué de diviser les choses dans une façon binaire aussi. Par exemple, cette photo, je montre assez fréquemment dans mes présentations avec les étudiants et les résidents. Juste pour donner un exemple, que si on regarde la photo à gauche, avec l'homme comme avec le vêtement d'homme, mais comme s'habille comme il faut, en guillemets. Il y a une femme avec la robe et elle est comme elle se présente comme il faut, on pourrait dire encore en guillemets. S'il y a un shift, s'il y a un changement, si on est surpris un peu avec la photo à droite, c'est plus parce qu'on n'est pas si habitué à regarder l'homme avec la robe. Mais on est plus habitué maintenant, dans notre société, ici au Canada au moins, de regarder les filles et les femmes qui portent les vêtements un peu anciennement décrits masculins. Les choses, pour porter comme les pantalons n'est pas comme juste pour les hommes maintenant. Il y a 80 ans, c'était un peu moins accepté. Ce n'était pas si acceptable de regarder les filles sans jupe ou robe. Les pantalons ont été vraiment pour les garçons, les hommes. C'était comme une division créée socialement par nous autres. C'est décidé un jour, OK, à cause de changement de carrière ou la liberté de choisir les autres emplois ou les autres options pour la vie, pour la facilité d'interaction pendant les activités sportives ou parce que le féminisme, première vague, a vraiment lutté pour cette liberté d'avoir les pantalons ou les vêtements comme masculins aussi disponibles pour les filles et les femmes. On est maintenant, en 2022, habitué à accepter cette partie, mais pas l'autre, pas la robe chez les hommes si facilement. Des fois, oui, mais la plupart du temps, non. Et dans comme on pourrait dire le mainstream, là, mais comme dans les médias, le public, grosso modo, on pourrait dire même regarder un garçon ou un homme juste sur le métro avec une robe, ça signifie quelque chose un peu différent, difficile à comprendre, peut-être transgenre, peut-être pas, peut-être, on ne sait pas. On est en questionnement comme société aussi
par rapport à cette partie, juste cette expression de genre. Donc, ça, c'est notre socialisation binaire. Et dans la médecine, on a comme certaines choses assez euh, fixées aussi, même dans la formation de nos professionnels de soins de santé. Donc, pour ouvrir la porte à une approche plus transinformative, on doit juste exploser un peu cette idée d'être binaire à tout temps, à tous les jours, 24 heures par jour binaire, si on pourrait juste accepter un peu plus un continuum du genre. Donc, c'est-à-dire, dans la réalité scientifique, il y a des expressions de genre, des identités qui sont tellement variées, et même pour le sexe, il y a des personnes intersexes. Donc, même l'anatomie n'est pas fixée dans une façon binaire. Il y a des variations. Donc, il y a multiples aspects de l'identité de genre, multiples façons d'exprimer le genre, des comportements acceptables qui on pourrait dire sont multiples selon la culture. Nous, nous sommes ici au Québec, au Canada, euh, dans l'Ouest, dans les autres cultures, dans les autres pays, il y a des couleurs, les vêtements, la présentation, l'expression du genre qui est tellement différente de nous autres. Puis aussi, il y a des définitions multiples reconnues par différents groupes. Par exemple, les Autochtones ici au Québec, dans la Confédération Haudenosaunee, les Mohawks, les Kanien'kehá:ka, ils ont eu 5 genres d'identité de genre dans leur culture avant l'interaction avec les colonies anglaises ou les colonies françaises. Il y avait comme une autre définition pour les gens dans cette culture. Donc, on doit juste accepter qu'il y a un certain niveau de socialisation qui cause nos définitions aussi. Ce n'est pas juste la science, l'anatomie, les chromosomes, les organes génitaux et tout ça. C'est fini. Ça, c'est encore une fois l'essentialisme. Et je focus sur cette question, je concentre la conversation sur cette question un petit peu, juste pour expliquer pour quelles raisons on doit avoir les soins transaffirmatifs, parce qu'on est un peu attrapé dans une socialisation aussi. Même les termes masculinité et féminité sont définis comme faisant partie d'un ensemble social plus large. Donc, on doit accepter cette réalité aussi. Donc, la biologie, la société, les phénomènes épigénétiques, c'est-à-dire les expositions environnementales qui pourraient affecter l'expression de genre. Ce n'est pas juste avoir une expression des chromosomes, les gènes dans les chromosomes sont affectés par l'exposition de certains milieux, certains chimiques, certains l'alimentation. Ça pourrait affecter l'expression d'une gène qui pourrait affecter l'expression de genre. Donc, c'est une interaction. C'est assez compliqué. On pourrait dire que c'est complexe. Mais si on pourrait regarder le genre et l'identité, le genre comme un continuum que binaire, ça va aider la façon qu'on pourrait créer une approche plus inclusive. Point important, ça c'est un point clinique. La variance de genre n'est pas synonyme de dysphorie de genre, mais vice-versa. Autrement dit, la dysphorie de genre, ça c'est le diagnostic, en guillemets, l'identification. On utilise en médecine pour peut-être décider si quelqu'un a besoin d'une intervention un peu plus impliquée, plus spécialisée, sociale, psychosociale, médicale, chirurgicale. C'est une façon de
d'identifier les personnes trans ou non-binaires ayant besoin d'intervention. La variance de genre n'est pas un diagnostic ni une identification, c'est une description. La variance de genre, c'est une façon de décrire le comportement d'une personne. Si c'est acceptable ou s'il y a un comportement accepté lié au genre, dans une société ou dans une famille ou dans un pays, ce n'est pas variant. C'est un comportement lié au genre, mais non variant, non conformiste, on pourrait dire. Donc, la variance de genre, c'est une expression de genre ou comportement lié au genre qui n'est pas typique, c'est atypique ou qui pourrait pousser comme ou peut-être avancer les limites acceptées par une société. Mais il y a des personnes ayant une variance de genre qui sont très confortables, pas dysphoriques. Dysphoriques, c'est-à-dire déprimés ou très affectés avec leur humeur à cause de leur identité de genre. Donc, c'est-à-dire, la variance de genre pourrait être aussi comme liée avec une euphorie de genre. Quelqu'un pourrait être très, très, très content avec leur identité de genre et juste se présenter comme avec une expression de genre variante. Donc, c'est important à savoir, et nous, comme cliniciens, on doit éviter la malinterprétation de ces deux phrases. On utilise des fois comme synonyme, même les médecins, les infirmières, les psychologues, on a dans nos dossiers comme personne avec variance de genre, besoin d'hormonothérapie ou quelque chose. Mais ce n'est pas la variance de genre qui est la raison pour ça. Peut-être qu'il y a une dysphorie de genre, oui. Si oui, donc c'est autre chose à explorer. Mais ce ne sont pas les mêmes choses. C'est important de savoir juste cette définition. Donc, le genre pourrait avoir une identité, une expression et un rôle dans la société. Et le rôle dans la société pourrait décider si l'expression du genre est variant ou non variant. OK? Bon. Donc, le genre. Comment le genre évolue-t-il? Donc, est-ce que c'est direct? Est-ce qu'il y a une ligne droite? On pourrait dire, ah, c'est tout droite, on sait exactement qu'est-ce qui va passer avec telle personne ou telle personne. Est-ce que l'identité de genre est une entité prédéterminée et fixe, comme l'essentialisme voulait dire? A-t-elle un potentiel de changement? Et si c'est le cas, est-ce vrai pour tout le monde ou pour certaines personnes? Certains d'entre nous, pour quelques rares personnes. Y a-t-il jamais un point final pour l'identité de genre? Est-ce qu'éventuellement, il y a un jour qu'on pourrait dire, ah, aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai rendu là, à la fin. Est-ce que c'est possible pour aucune partie de notre identité? Pas juste le genre, mais est-ce que notre identité est finalisée un jour ou est-ce qu'il y a toujours comme un petit peu de changement, évolution qui continue à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40, 50, 90? C'est difficile à savoir s'il y a comme un point final. Et quelles sont les influences? Comme j'ai dit, les contributions biologiques et les facteurs qui pourraient avoir une interaction épigénétique sont les influences. Donc, il y a une évolution et on pourrait dire qu'il y a une certaine prédétermination pour peut-être les possibilités et les probabilités. Mais est-ce qu'il y a juste deux possibilités? Non. Comme j'ai dit, ce n'est pas binaire comme ça. Donc, il y a certaines tendances qui sont peut-être programmées un petit peu, mais est-ce que ça pourrait évoluer et ça pourrait changer? Oui, certain. Donc, il y a une partie prénatale, il y a une partie postnatale au début de la vie,
à travers les étapes de développement, comme les jalons d'Erickson, il y a une façon de peut-être définir les étapes de développement et le développement du genre est aussi partie de ces jalons. L'identité qui est innée comme noyau identitaire est une chose et l'expression est une chose, le rôle est une chose. Donc, chez les enfants d'âge scolaire ou péripubertaire et jeunes adolescents, ça, c'est le moment quand les problèmes de santé mentale deviennent plus évidents. Ça, c'est le moment quand les défis plus importants pour tous les problèmes de santé mentale, pas juste variance ou dysphorie de genre, mais les autres difficultés ou problématiques qui ont pour identifier en santé mentale sont plus évidentes. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est transgenre ou cisgenre ou dysphorie de genre ou pas de dysphorie de genre qui l'âge scolaire ou péripubertaire est plus important. C'est pour tout le monde qui est à cet âge de changement corporel qu'il y a des risques qui sont plus élevés pour les choses comme la dépression, l'anxiété, tout ça. Donc, c'est partie du développement du genre aussi, pour tout le monde, pas juste les transgenres ou non-binaires. Pour les cisgenres, pour les personnes qui sont non-trans, qui développent typiquement ou normalement, en guillemets, même l'âge péripubertaire est important parce qu'il y a des trucs qu'on doit utiliser pour prévenir des défauts ou les problèmes de santé mentale. Donc, encore une fois, juste un petit mot par rapport aux questions de l'essentialisme. Le dimorphisme sexuel intra-utérin est connu. Il existe certaines différences anatomiques entre les cerveaux exposés in utero à la testostérone ou à l'estrogène, plus comme côté masculin et côté féminin. Mais ça pourrait changer à cause d'un problème, un diagnostic chez la mère ou une tumeur, un trouble endocrinologique, des médicaments, certaines nourritures. Ça pourrait modifier un peu le milieu intra-utérin et le niveau d'exposition aux hormones. Et nombreuses études ont démontré que ce processus affecte le développement de certaines parties du cerveau. J'ai une liste ici. Cependant, cette hypothèse d'un aspect du cerveau sexué reste controversée parce que même si l'idée d'une condition d'intersexe cérébral est intéressante et ça pourrait nous donner quelque chose peut-être scientifique en main à dire que ça, c'est la raison que quelqu'un est transgenre. C'est biologique. On pourrait utiliser l'essentialisme. C'est plus facile à avaler comme explication si on a comme quelque chose de concret. On n'a pas de test. On n'a pas comme quelque chose d'exact. On n'a pas de bilan sanguin qu'on pourrait faire à déterminer, oui, votre cerveau, monsieur, est plus féminisé. Ça, c'est la raison que vous avez cette dysphorie. Il n'y a pas de traitement. On ne pourrait pas changer l'anatomie du cerveau comme ça. Il n'y a pas de chirurgie. Il n'y a pas de modification. Donc, le cerveau est très, très complexe. Donc, cet essentialisme biologique n'est pas la réalité biologique. Okay? On a un sexe anatomique, un sexe chromosomique, un sexe hormonal, et il y a des influences sociales qui pourraient affecter aussi certains aspects de notre sexe. Mais l'identité de genre n'est pas juste déterminée par ces parties observables. Il y a aussi un essentialisme socioculturel et une réalité socioculturelle. C'est pas juste parce que dans une société, tout le monde est divisé en deux binairement qu'il n'existe pas de personnes non-binaires. Il y a toujours quand même, avec une définition très, très sévère, de personnes qui sont hors de définition, qui sont comme
des rebelles contre les règles d'une société. Donc, même ça pourrait nous donner comme une idée qu'il n'y a pas d'exactitude qu'on pourrait utiliser. Il n'y a jamais 0, jamais 100% dans la réalité de sciences, biologie et société. De génétique du cerveau, comme j'ai dit, si compliqué qu'on n'a pas même une façon de mieux comprendre comment connecter les réseaux neurologiques. On a déjà identifié dans des recherches depuis longtemps, comme 50, 60 ans en neurologie, qu'il y a plus de 3000 endroits, lieux, génétique, qui répondent à l'exposition à la testostérone. Donc, si 1, 2 ou 200 sont modifiés ou changés chez une personne, est-ce que l'identité de genre change? Peut-être, mais on a 3000 possibilités et comme c'est presque, on pourrait calculer infiniment les connexions qui pourraient arriver à cause de ces 3000 points génétiques qui répondent dans le cerveau pour tout le monde. Et pour l'estrogène, on n'a pas encore défini comme les chiffres. Donc, c'est trop nombreux. Comme les possibilités sont trop nombreuses. Donc, on ne pourrait pas utiliser comme des définitions anatomiques pour décider l'identité de genre. Je sais que c'est un peu répétitif à dire ça 5 fois, 6 fois, mais pour une bonne compréhension, pour quelles raisons on est là maintenant avec les soins transaffirmatifs, c'est parce qu'on n'a pas des autres façons de mieux expliquer, de comprendre et de traiter avec une bonne compréhension les personnes non-binaires, trans ou non-conformistes. Ce n'est pas parce qu'on a comme des traitements ou comme un point au cerveau ou comme un niveau d'hormone qu'on pourrait utiliser à déterminer comme un diagnostic et traiter comme un problème médical. Ce n'est pas ça. C'est un grand ensemble de choses. Et ça, c'est la raison que j'en ai utilisé ces recherches lentement de développer une autre approche. Donc, les trajectoires et l'évaluation d'une personne non-binaire ou transgenre, on doit, chez les jeunes, par exemple, comme d'autres aspects de développement, l'identité de genre suit un parcours personnel aussi. Et ce n'est pas toujours facile à prévoir parce qu'il y a des différences entre les personnes, même dans une même famille, il y a des différents aspects de développement. Donc, par exemple, on doit minimiser l'expérience personnelle risque à la fois d'aliéner les patients et d'ignorer les questions importantes telles que la persistance, la cohérence et les aspects insistants des préférences transgenres sont là. Par exemple, on utilise cette triade de persistance, constance et insistance. OK? Si quelqu'un a une période de temps, pas 2 semaines, pas 2 jours, mais assez clair pour quelques mois, quelques ans de temps. Dans le temps, on pourrait utiliser même les années, d'être cohérent avec leur identité de genre. On n'a pas comme une raison à pousser et pousser et pousser, et questionner, questionner, questionner. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette personne est vraiment fiable? Est-ce que c'est la vérité? Ce n'est pas une question. On pourrait utiliser le logique en disant une persistance, constance et insistance est assez à déterminer qu'est-ce qui se passe dans cette personne. Donc, c'est une évaluation intuitive que aussi, c'est aussi scientifique, mais aussi intuitive. On doit utiliser cette partie intuitive. Sinon, on est à risque de manquer les points importants durant le discours avec la personne impliquée. Donc, une approche globale est nécessaire parce que les facteurs psychosociaux sont aussi importants. Donc, comme j'ai dit, la dysphorie ou l'euphorie de genre pourrait exister chez les personnes variantes de genre.
Et d'autres conditions de santé mentale, on pourrait dire les états fonctionnels, sont stigmatisés de la même manière qu'une non-conformité de genre. Donc, on pourrait utiliser nos connaissances et ces conditions entraînent des défis similaires ou semblables et nécessitent une gestion et un accompagnement tout aussi sensible. Donc, si on pourrait utiliser cette approche chez les personnes neuroatypiques ayant un autisme ou avec une personne ayant un trouble d'apprentissage, qui n'est pas nécessairement un problème si on a une approche inclusive et juste le soutien quand c'est nécessaire. On pourrait utiliser la même approche pour l'identité de genre, une différence de l'expression de genre et une dysphorie qui existe. Des fois, les patients arrivent chez nous à la clinique ou à l'hôpital avec la question par rapport à l'évaluation de la santé mentale. Et parce que le diagnostic d'un trouble d'identité de genre, comme la phrase anciennement utilisée à décrire la dysphorie de genre, a impliqué une évaluation par un psychologue ou psychiatre pour déterminer la vérité de ce sentiment. Ça, c'est la raison que la question persiste comme est-ce que l'évaluation de la santé mentale est absolument requise avant d'affirmer la possibilité d'une personne être transgenre ou non. On doit savoir la compétence d'une personne, c'est sûr. Si quelqu'un a une déficience intellectuelle, ça, c'est une autre chose. Ça, c'est pas juste pour l'identité de genre, ça, c'est pour tout aspect de l'identité, de savoir qu'est-ce que cette personne comprend par rapport à l'identité. Est-ce que cette personne est vraiment bien informée par rapport aux conséquences et tout ça, de dire quelque chose, s'exprimer certains mots ou utiliser certains vêtements ou certains comportements. Ce n'est pas juste lié à l'identité de genre. Mais on pourrait dire que l'évaluation spécialisée de la santé mentale n'est pas un préalable pour une déclaration qu'une personne est non-binaire ou trans. Parce qu'on n'utilise pas une évaluation de santé mentale avant une déclaration que quelqu'un est cisgenre. On anticipe que tout le monde est cisgenre. La plupart du monde est cisgenre. Comme à la naissance, on détermine que oui, cet garçon va être garçon, cette fille va être une fille, ce garçon sera un garçon pour toute sa vie. Est-ce que c'est à 100% connu? Est-ce que c'est tellement prévisible? Peut-être pas, mais on a comme peut-être on pourrait dire un préjugement ou une pronostic social. Et on n'a pas comme une évaluation de santé mentale si un garçon dit « oui, je suis garçon ». Comment tu sais si c'est à cause des organes génitaux ou est-ce qu'il y a une autre raison qui est garçon? On ne pose pas la question. On pose la question juste pour les personnes qui sont variantes du genre ou qui sont un peu différentes ou qui sont non conformistes. Donc, c'est parce que c'est atypique qu'on utilise une autre façon d'évaluer la situation. Mais ce n'est pas vraiment nécessaire de considérer cette possibilité comme un diagnostic en santé mentale, nécessairement. Il y a des autres aspects que l'on doit considérer. Donc, pour les soins transalternatifs, ce n'est pas obligatoire d'avoir une évaluation profonde en santé mentale. Oui, on doit éliminer les autres possibilités, par exemple, les autres maladies ou les autres problèmes de la santé mentale. Niveau de cognition, oui. Ça, c'est comme à la base, pour tout le monde, avant n'importe quelle sorte de traitement, même avant le traitement chimiothérapie pour le cancer, on doit savoir que la personne pourrait comprendre le traitement. Et sinon, on doit avoir comme quelqu'un, comme gardien, quelque chose qui pourrait décider pour eux. Ce n'est pas possible de donner chimio à quelqu'un qui n'a pas la connaissance ou
le fonctionnement intellectuel à comprendre le médicament. Ça, c'est une autre chose. Ça, c'est à la base. Ça, c'est fondationnel. Mais à part ça, d'être transaffirmatif ou affirmatif, on doit respecter un peu les mots et les interactions du patient ou la personne devant nous. Et on a maintenant un peu éloigné de l'idée que les professionnels de la santé mentale sont les seuls experts en matière d'identité de genre. Il y a plusieurs sortes d'experts en identité de genre. L'identité de genre n'est pas comme juste le domaine de santé mentale, c'est aussi santé physique, c'est aussi l'endocrino, c'est aussi le psychologue, c'est aussi le travailleur ou travailleuse sociale, c'est aussi l'infirmière, c'est aussi la famille, c'est aussi l'éducateur à l'école qui est impliqué dans le développement d'une personne. Donc, l'identité de genre, c'est partie d'une identité, ce n'est pas juste comme médicale, santé mentale. Juste, c'est une évolution de chez nous aussi en médecine. Donc, on donne toujours un peu de conseils pour les cliniciens de juste être comme conscients et être au courant de nos actions. Comment agir avec les personnes qui sont transgenres non-binaires? Nous ne devons pas dire ni accepter parmi nos collègues le commentaire que je n'ai pas l'expertise pour prendre en charge une patiente trans. C'est trop simple. Ça, c'est comme, oui, peut-être on n'a pas quelqu'un ou une personne n'a pas l'expertise pour prendre en charge à 100% le traitement ou le suivi pour une patiente trans ou ayant une variance de genre. Mais ce n'est pas possible juste à dire, c'est pas moi et laisser les choses. C'est irresponsable. Maintenant, on doit avoir une solution, on doit avoir une référence et aussi une collaboration. Et si quelqu'un est un médecin de famille, qui a une relation et un rapport avec une famille, un enfant ou un adolescent depuis longtemps, comme une connaissance de son histoire médicale et tout ça. Et un jour, cet adolescent pose la question, moi, je pense que peut-être je suis trans ou non-binaire. Je voudrais savoir un peu plus par rapport à la variance de genre et les traitements disponibles. C'est quoi qui est disponible? Bien, ce n'est pas possible pour cette médecin de famille à dire, ah, aujourd'hui, je vais faire le transfert. Moi, je suis plus impliqué. Ça, c'est irresponsable. Oui, ce n'est pas possible à dire ça à un autre groupe en gymnasie. Ce n'est pas possible pour un médecin de famille à dire, ah, vous êtes africain. Ah, moi, je n'ai pas l'expertise chez certains groupes de Nigerie ou Congo. Moi, je suis un peu plus à l'aise avec les personnes européennes ou le Moyen-Orient. Je ne sais pas le Rwanda, là. Donc, je vais faire une prise en charge, requête pour une prise en charge, un médecin africain. Si oui, ça va causer comme, c'est un scandale. Oui, c'est comme discrimination. Pour quelle raison? Je transfère parce que je suis africain. Qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas possible. C'est comme l'ancienne difficulté avec l'anglophone francophone. Ce n'est pas possible d'arriver chez McGill et un médecin qui dit, oh, vous êtes francophone aussi, on a un médecin anglophone, je vais faire le transfert à Saint-Justine. Mais là, pas possible. Impossible. Irresponsable. Scandale. Comment faire ça avec une personne trans? Ah, trans, pas moi, là. Donc, c'était peut-être un peu rough, ma description, là, mais parce que j'ai déjà expérimenté des moments comme ça avec des collègues. Mais les patients qui arrivent en disant, oui, j'étais rejeté par mon médecin, ou l'infirmière ne veut pas me donner mes injections d'insuline parce que je suis trans. Insuline, c'est-à-dire quoi, l'insuline? Je pourrais dire donner l'insuline à quelqu'un avec un diabète, trans, non trans,
femme, homme, n'importe quel âge, mais à une discrimination. Donc, pour moi et mes collègues dans notre équipe, le conseil pour les cliniciens est de considérer nos mots, d'être assez conscient qu'on a le pouvoir de diriger la conversation et on pourrait être plus acceptant. Affirmatif, oui, c'est transformatif, mais affirmatif en général, pour avoir une inclusion et pas juste utiliser notre peur ou une phobie d'éviter notre responsabilité. On doit avoir la conversation, même si on est un peu inconfortable avec certaines idées ou certaines choses, on doit avoir la conversation. Ça, c'est notre responsabilité comme professionnel en soins de santé. OK. Donc, pour les problèmes de santé mentale, je sais que probablement il y a beaucoup de questions qui existent, même parmi nous autres, les professionnels de soins de santé. S'il y a un problème de santé mentale qui arrive en même temps ou qui est associé avec une dysphorie de genre ou une personne qui est variante de genre. Puis, ça, c'était l'ancienne raison pour l'évaluation psychologique avant d'accepter une personne d'être transgenre. Maintenant, on pourrait dire qu'il y a des choses qui pourraient arriver en parallèle. Ce ne sont pas des facteurs causaux, mais on doit quand même en considérer. Et dans un modèle de soins transformatifs, il est important de comprendre que les personnes trans peuvent souffrir de tous les problèmes de santé mentale typiques des personnes cisgenres aussi, et qu'ils peuvent être pris en charge de la même manière. OK? Donc, problème de santé mentale typique, courant dans cette population, on pourrait, pour moi, comme pédiatre en développement, c'est les jeunes, les ados avec qui je travaille. Donc, l'anxiété, la dépression, l'autisme, le TDAH, troubles déficitaires d'attention, les troubles d'alimentation ou même émergents troubles de personnalité ou les troubles de l'humeur héritables. Pas nécessairement héréditaire, c'est-à-dire ce n'est pas juste parce que maman a une schizophrénie, le bébé ou l'enfant sera schizophrène, mais peut-être dans la famille, c'est-à-dire héritable. Donc, la schizophrénie, être bipolaire, maniaco-dépressif, des choses comme ça. Les troubles comme ça sont plus évidents à l'âge adolescent. Ça, c'est le moment qu'il y a une expression des symptômes et on pourrait faire le diagnostic un peu plus facilement. Donc, ces problèmes de santé mentale arrivent avec, des fois, une personne variante de genre. Donc, on doit poser la question, pour l'anxiété ou pour la dépression, si la personne est trans ou non-binaire ou non, est-ce que la gestion, est-ce que c'est différent? On doit gérer les choses différemment juste parce que la personne est trans? Pas nécessairement, pas du tout. On doit être sensibilisé aux aspects particuliers de l'anxiété ou la dépression dans cette population parce qu'il y a certaines choses qui sont comme les triggers. Là. On pourrait dire qu'il y a des choses qui sont assez pointues, qui causent les crises d'anxiété, une période de dépression parce qu'il y a un peu plus d'intimidation, un peu plus de réjection, un peu plus de difficultés avec les interactions dans la famille ou les membres de famille qui sont un peu mal à l'aise avec une différence comme ça. Il y a des étudiants à une école ou même des professeurs à l'école qui pourraient causer un peu de stress chez ces personnes. Et ça pourrait causer une crise si la personne est déjà comme peut-être ayant une tendance pour l'anxiété ou la dépression. OK? Selon les recherches et les articles dans cette population, utilisant cette population et comme l'association de l'anxiété ou dépression chez les personnes transgenres ou non-binaires,
on pourrait dire que la dépression, la suicidalité ou les idées noires, les troubles de l'alimentation, l'automutilation causés par les crises anxiogènes ont été observés à des taux plus élevés chez les gens non-binaires ou transgenres. C'est sûr que oui, il y a un peu plus de risques, même s'il y a comme une possibilité de développer ces problèmes, ces problématiques. Si quelqu'un est transgenre ou non-binaire, il y a un risque élevé de développer les symptômes. Pour quelle raison? Est-ce que c'est interne ou externe ou les deux? Difficile à dire, mais ça, c'est on pourrait dire, les données connues maintenant nous disent oui, il y a un risque un peu plus élevé. Par exemple, les taux spécifiques au Canada étaient conformes aux conclusions générales, comme globales, et les ratios de risque sont entre presque 4 fois plus et 16 fois plus pour les symptômes de dépression, de l'anxiété ou les idées suicidaires, l'automutilation et tout ça. Donc, c'est aussi comme, peut-être c'est un jugement de notre société parce qu'on n'a pas comme une vraie raison à dire biologique qui est parce que quelqu'un veut porter des autres vêtements ou se présenter différemment dans la société ou parce qu'il y a un inconfort intense par rapport aux organes génitaux, ça cause l'automutilation. C'est comme juste dans une vacuum, il n'y a pas de raison pour ça. Mais dans notre société, oui, on pourrait dire oui, il y a une raison parce qu'il y a des autres effets négatifs qui causent peut-être une éclosion de ces symptômes. L'autisme est aussi quelque chose de très intéressant chez cette population. Pour quelle raison? Parce qu'on a un taux de neurodivergence, neuroatypicalité ou autisme chez au moins les jeunes adultes qui sont, le taux est élevé chez les trans et non-binaires et vice-versa. Donc, c'est intéressant à savoir que peut-être c'est aussi un peu plus d'évidence qu'il y a certains réseaux neurologiques liés avec le développement de certaines neuroatypies et des fois d'être transgenre ou non-binaire est partie de cette différence aussi. Mais c'est une différence. Ce n'est pas une maladie. Il n'y a pas comme une médication ou des médicaments, des pilules qu'on pourrait donner aux enfants autistes pour guérir l'autisme. Ce n'est pas possible. C'est une différence. C'est une différence dans la façon d'apprentissage. Puis, il y a certaines personnes affectées ou touchées sévèrement. Il y a des personnes légèrement affectées par cette différence. Et puis, on pourrait dire peut-être c'est juste la façon que les réseaux neurologiques fonctionnent dans le cerveau de ces personnes. Puis, comme vous pouvez voir dans ce diapositive, c'est assez clair qu'il y a comme un taux élevé dans les deux groupes. Il y a comme une veine cercle qui croise les deux côtés où il y a un peu plus de personnes qui sont autistes et aussi variantes du genre, les deux. Comment expliquer ça? C'est en recherche. On est loin d'avoir comme une vraie raison ou quelques raisons, mais on a des hypothèses et c'est en exploration. Donc, autisme, dépression, anxiété coexistant comme un complexe, oui, ça arrive avec la variance de genre aussi. Ça arrive sans la variance de genre et avec. Donc, c'est juste pour savoir que oui, ce n'est pas une explication, mais quelque chose comme une considération clinique pour le bon traitement des patients dans ce domaine.
Donc, comme j'ai dit, la gestion de la santé mentale n'est pas nécessairement différente si une personne est transgenre ou non transgenre. Une jeune personne transgenre ou non conformiste au genre souffre d'anxiété ou de dépression, qui souffre avec l'anxiété ou de dépression, ne doit pas être traitée de manière différente. Mais il y a des considérations particulières pour chaque personne, chaque famille. Et donc, c'est un peu sur mesure. OK? C'est aussi important de savoir qu'on doit avoir comme une approche sur mesure, individualisée pour chaque patient, mais cela ne change rien en termes de gestion. Donc, si on a une véritable transaffirmation, qu'est-ce que cela signifie? Le développement de compétences, participation et intégration du patient, comme soins centrés sur le patient, un peu, comme j'ai dit, d'avoir une inclusion de leur point de vue, de respecter aussi les mots utilisés par le patient et pas juste laver les mains quand il y a des moments inconfortables. Une formation continue et un refus d'être trop dogmatique. Ça, c'est important, d'ouvrir la porte aux possibilités un peu. Aussi, être ouvert aux conversations inconfortables et collaborer avec nos collègues. Donc, il y a certaines personnes qui ont une bonne connaissance et des autres qui ont très peu de connaissances, mais on pourrait collaborer et travailler ensemble pour quand même donner une soin transaffirmative. Ce n'est pas juste parce que quelqu'un est moins informé qu'il y a une obligation d'être non affirmatif. C'est juste peut-être un peu plus neutre et avec la collaboration, l'approche sera beaucoup plus appropriée. Et on doit avoir, par exemple, j'ai inclus aussi l'évaluation critique de la littérature, les médias, même les médias traditionnels et les médias sociaux et les expositions auxquelles les familles peuvent être sensibles. Parce qu'il y a beaucoup de choses non fiables disponibles sur l'Internet, sur la télé, écouter comme une émission, des conversations. Il y a des choses fiables et non fiables. Et on doit avoir une analyse critique, au moins comme professionnel, mais aussi pour mieux informer le public des choses qu'on pourrait utiliser de vrai. Et il y a certaines autres choses qu'on pourrait peut-être ignorer ou considérer comme moins importantes. On a les standards, les normes pour les soins transaffirmatifs, mais aussi juste pour utiliser pour les soins pour la dysphorie de genre. Il y a plusieurs agences, institutions et associations qui sont impliquées en développer les standards. Il y a plusieurs types de standards, mais le plus connu est le standard de WPATH, c'est l'Association mondiale pour les professionnels en santé trans. Il y a les lignes directrices et actuellement, nous sommes en cours de finalisation pour la version le plus moderne en 2022. C'était 2020, la date prévue pour la distribution de ces lignes directrices, mais malheureusement, à cause de la pandémie, on a eu comme des difficultés d'avoir les conférences et les discussions, mais on est presque à la fin maintenant d'avoir une finalisation des standards et ça va inclure les approches plus comme variées, mais le tout, comme on pourrait dire, l'ensemble des choses sont affirmatives quand même parce que sont respectueux de différentes perspectives et points de vue, mais avec une approche assez critique pour les étapes, pour les médicaments, pour les étapes un peu plus importantes avec le développement de l'identité de genre. Les interventions, juste à la fin, avant les questions, moi, je vais juste
prendre 2 minutes, juste en disant que les interventions sont pluripotentielles au début, comme quand on a un questionnement du genre, une identité du genre, mais avec une constance et persistance, et surtout une insistance, on doit parler des interventions médicales aussi. Et première étape médicale, pas sociale, pas juste des vêtements, pas juste un changement de nom ou quelque chose, et de discuter la réversibilité et non-réversibilité. Donc, si on considère les choses complètement réversibles, sont les interventions sociales, psychosociales. Donc, l'expérience vécue au quotidien, les documentations juridiques, changement légal de nom ou mention de sexe sur le certificat de naissance ou permis de conduire. Ça pourrait être changé ou modifié plus tard aussi. Ce n'est pas fixé comme c'est pas permanent. C'est juste un papier, mais c'est un papier qui pourrait empêcher certaines choses s'il ne matche pas avec le visage ou la présentation en société. Donc, ça, c'est comme très, très facile dans un sens d'être réversible sans comme implication médicale. Les interventions médicales précoces, par exemple, la suppression de la puberté, c'est-à-dire ralentir le processus de maturation du corps pour prolonger le temps de croissance. C'est déjà utilisé chez les enfants ou les personnes ayant des autres conditions et on utilise les mêmes médicaments pour donner plus de temps à réfléchir, à considérer les possibilités avant d'avoir un corps non voulu ou non désirable qui change très rapidement pendant l'adolescence ou avec la puberté, puis avec des autres craintes et problématiques qui arrivent après. Donc, par la suite, c'est beaucoup plus difficile à traiter ou gérer les choses. Si on a la chance d'éviter certains problèmes, on utilise les interventions complètement réversibles comme un ralentissement de la puberté. Les choses partiellement réversibles sont début de l'hormonothérapie chez les personnes trans qui sont vraiment comme en transition, même corporelle. Donc, les premières 2 années environ sont partiellement réversibles. Il y a certains changements, mais ce n'est pas comme le lendemain. Ce n'est pas quelqu'un qui prend l'estrogène et le lendemain, il est sain. Ça prend du temps. C'est un développement comme la puberté naturelle aussi. Donc, on a le temps avant qu'on a comme un peu de maturation et finalisation de développement. Donc, durant ce moment-là, c'est toujours possible d'arrêter, poser, reconsidérer les possibilités. Et puis, l'intégration sociale, ça, c'est aussi partiellement réversible parce que ça implique aussi certaines conséquences, si à l'école, aussi dans une équipe sportive, par exemple, équipe de hockey, il y a un choix, OK, c'est une fille ou c'est un garçon parce qu'il y a toujours les sports divisés en deux aussi, et il y a un changement éventuellement. Ce n'est pas si facilement réversé à dire, ah, aujourd'hui, on a décidé que cette personne n'est pas fille ou pas encore fille. On doit transformer tout l'inscription et tout ça, changer tout la réalité de sa vie quotidienne, c'est pas si facilement réversé. Donc, c'est quand même une décision importante à discuter avec les familles avant d'en faire. Ce n'est pas juste comme un jour décider tout simplement, mais c'est avec une discussion, mais les conséquences, si bien connues, sont gérables. Les choses non réversibles, à la fin, sont la hormonothérapie ultérieure, c'est-à-dire ultime, à la fin d'un processus de transformation avec les hormones, finaliser la puberté, si c'est vraiment terminé. Donc, il y a juste des options chirurgicales et les interventions chirurgicales pour une transition sont aussi non réversibles. S'il y a un enlèvement des ovaires, ce n'est pas possible de juste remplacer les ovaires s'il y a un changement.
Donc, c'est aussi quelque chose à considérer avec le temps et ce n'est pas quelque chose qui arrive chez les jeunes. Ce n'est pas pour les enfants, même pas avant 18 ans, il n'y a pas des chirurgies comme ça, des interventions pour une confirmation de genre ou quelque chose avec les chirurgies. Certaines choses comme les ghost signs qui sont trop difficiles à gérer pour un enfant qui se présente masculinisé, ça, c'est quelque chose à considérer comme une chirurgie même avant l'âge de 18 ans, mais ce n'est pas comme typique d'avoir chaque personne trans qui doit avoir une chirurgie. La chirurgie est une option pour plus tard aussi. Et ça, c'est la partie non réversible. Le reste demeure assez réversible ou au moins partiellement réversible. Et donc, ça, c'est comme juste un diapo en disant quelle sorte d'intervention médicale on utilise. Et on pourrait laisser le temps pour les questions maintenant. Merci pour votre attention. Et puis, je vais fermer l'écran.